Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve africain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom est Francky Rigosson et ici je te parle de mon expérience entrepreneuriale, je te parle également de droit mais aussi de littérature. Enfin, je vais évoquer quelques histoires et épopées qui me sont arrivées quand j'étais à la fac, qui m'arrivent encore tous les jours. C'est quelques histoires que je veux drôles, enfin que j'espère drôles et qui quand même ont un brin de sagesse et d'enseignement derrière. Si ce sont donc des choses qui te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à partager le contenu qui pourrait potentiellement édifier une personne, ne sait-on jamais. Également à commenter parce que ce sera un plaisir de te retrouver dans les commentaires en dessous de la vidéo pour échanger, pour que tu me dises ce que tu en as pensé de cette chaîne. J'ai une annonce à vous faire pour mes abonnés qui sont là depuis longtemps. Je vais lancer dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, je vous dirai. De toutes les façons, je ferai une annonce officielle sur cette page-ci. Je vais lancer en fait une interview, un podcast où je vais recevoir des gens extraordinaires. Je vais recevoir des profils magnifiques et c'est des profils qui cassent tout en fait. Je vais recevoir des femmes que quand tu es derrière ces femmes-là, tu te sens comme un lion. Ah, tu rugis. Tellement, en fait, elles ont une puissance. J'appelle ces femmes-là les Amazones. C'est des guerrières, c'est des fortes. D'ailleurs, je pensais il y a quelques jours, en fait, qu'il fallait que je vous donne un nom à mes abonnés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je dois vous donner le nom des fighters, des noms des boxeurs, parce que moi-même je suis un boxeur, un lutteur quotidien, parce que la vie est une lutte perpétuelle. Et Jean d'Omerson disait que c'est une vallée de larmes, où il y a également des rires, mais où les pleurs sont beaucoup plus présents que les joies. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici après cette trêve. Ça fait quand même des jours que je n'ai pas tourné de vidéo et je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. En fait, je trouve que les gens posent souvent des actes qu'ils minimisent peut-être ou en réalité euh, dont ils sont vraiment conscients des conséquences mais qui s'en foutent éperdument. C'est une histoire qui m'est arrivée alors que j'étais encore étudiant et, et à laquelle j'ai pensé il y a quelques jours parce que je traversais des périodes quand même un peu, je ne veux pas dire sombres, mais des périodes tristes où parfois tu te remets en question, tu remets en question beaucoup de choses. Et dans la vie d'un chef d'entreprise, il y a cette période-là et n'hésitez pas les gars et les go, quand vous avez ces moments-là, et que vous avez envie de pleurer, pleurez, mettez une musique qui vous plaît, dansez aussi, parce que si vous éprouvez le plaisir, le désir de danser, il ne faut pas hésiter à danser. Moi, j'aime beaucoup la danse. Donc, ce qui fait que parfois, quand c'est comme ça, je mets la musique, je danse, je m'amuse et tout. En tout cas, sans plus languir, je vais entrer dans le vif du sujet, dans cette histoire qui m'a touché. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, que tu me dises ce que tu en as pensé, en tout cas. Sans tarder, let's go to the video. Alors, comme je te disais tantôt, l'histoire que je vais te raconter s'est déroulée dans une ville dont je tairai le nom, où j'ai étudié en tant que juriste. En tout cas, j'étais en fac de droit. J'avais pas envie de sortir ce jour-là. Enfin, j'ai dit j'étais à la fac. J'étais à la fac, oui, à cette époque-là. Mais j'étais surtout dans ma chambre et je ne voulais pas sortir. Mais il y avait quelque chose qui me poussait à l'extérieur un peu comme une voix qui me disait sors, va faire tes courses alors que je n'avais vraiment pas envie de faire les courses et j'avais déjà quand même le nécessaire à la maison pour pouvoir faire face quand même aux jours qui arrivaient, donc je n'avais pas forcément besoin de quelque chose. Je me dis quand même bon, je vais peut-être aller me promener, peut-être que voilà, mon corps a besoin voilà, voilà, des choses, voilà. Guetter aussi un peu à gauche et à droite, là, si on voit de belles yoyettes là qui passent, on dit yoyettes là, c'est un peu le terme africain pour dire de belles filles qui passent et tout, machin. Enfin, bref, c'était pour rigoler, donc du coup, je sors finalement de chez moi et je me rends à Casino. Casino était juste en bas de ma maison, c'était juste, voilà, à quelques pâtés de chez moi. Tu tournais et tu arrivais à Casino. Donc finalement, j'arrive à Casino. Je vais pour acheter, je ne sais plus trop quoi, je pense que c'était une boîte de chocolat. Et finalement, je rencontre sur ma route un jeune homme.
Le jeune homme a l'air épuisé, fatigué. Il a des lèvres toutes sèches, hein. Je ne sais pas comme quoi, en fait, je pourrais prendre l'exemple. En tout cas, on sent bien que c'est quelqu'un qui est écrasé par la fatigue, écrasé également par la souffrance. Il était fatigué, il avait même du mal, en fait, à parler. Donc, il s'approche de moi, hein, naturellement, puisque c'était un jeune homme noir. Donc, il se rapproche de moi, il m'accoste, hein, en cours de chemin. Et il me salue en disant bonjour mon frère, parce que bon, il faut savoir qu'en Afrique, le frère, c'est tout le monde, voilà. Hein. Donc il me dit comment ça va mon frère, je lui dis je vais bien, et vous-même, parce que je le vous vois sur le coup, puisque je ne le connais pas. Il me dit moi ça va, et donc on commence un peu à discuter. Il me dit qu'il cherche en fait une asso, un organisme qui s'occupe des réfugiés. Mais moi, en fait, je ne connaissais pas un organisme qui s'occupait des réfugiés puisque je suis venu pour étudier et j'étais vraiment entre mes études et la fac. À savoir également que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'autodidacte. Ça veut dire que je n'aime pas écouter quand le professeur, l'enseignant me donne les cours. J'aime mieux prendre les cours, récupérer les cours chez mes camarades, les lire et aller composer. En fait, c'est comme ça que je m'épanouis, que je m'éclate et tout. Donc, finalement, j'ai dit au monsieur, bah ok, je ne connais pas. Par contre, on va essayer de taper le nom parce qu'il avait un papier entre les mains. On va essayer de taper le nom de cette association. Si on retrouve ce nom-là et voilà, on connaîtra l'itinéraire qui mène en fait à l'endroit et je pourrais à ce moment-là, voilà, peut-être vous diriger, vous dire de prendre le tram ou le bus, tel tram, quoi. Donc le jeune homme me dit, ok, il n'y a pas de souci. On se met donc à regarder et pendant que je suis en train de regarder, mon téléphone va sonner. C'est ma mère qui m'appelle et au bout du fil, j'avais ma mère, je lui dis, ah j'ai rencontré un jeune homme qui puis est camerounais, hein, parce que moi je suis d'origine camerounaise, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, qui me découvrent. Donc je lui dis, il y a ce jeune homme-là qui passait, donc on va essayer un peu d'écouter son histoire, enfin du moins j'essaye de l'accompagner, hein, ou de trouver l'itinéraire qui le mène à l'endroit où il veut aller. On est toujours au téléphone avec ma mère. Ma mère me dit, ok, ben moi je veux rester au téléphone parce que c'est une personne qui a le cœur sur la main, hein, ma mère, et qui a toujours cet élan de générosité qui parfois la pousse toujours à faire même l'extraordinaire. Et je pense qu'elle m'a infusé, elle m'a transmis en fait ce truc-là. Donc finalement, on reste au téléphone, on essaye avec le jeune homme de trouver, c'est quelqu'un qui était plus âgé que moi d'1 an, on essaye donc de trouver l'endroit où normalement il devrait aller trouver cette association-là pour son truc de réfugiés. On va chercher, on ne va pas trouver. Et finalement, pendant qu'on est en train de marcher et que je suis au téléphone avec ma mère, que je suis également avec ce jeune homme-là, ma mère va me dire, mais tiens, puisque on ne trouve pas l'endroit et que le jeune homme semble fatigué, parce qu'il faut, et je ne l'ai pas dit, préciser qu'il marchait vraiment avec beaucoup de difficultés. Ça faisait 6 mois qu'il vivait à Paris et qu'il a décidé de venir en province parce que ça ne se passait pas bien là-bas. Il était un SDF, vraiment. Donc, ça faisait aussi beaucoup de temps qu'il n'avait pas vraiment pris une bonne douche. Ça faisait beaucoup de temps qu'il n'avait pas mangé un repas chaud. Et enfin bref, ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de le prendre avec toi? Sur le coup, je réfléchis 2 secondes. Après, je lui dis, ben oui, finalement, je pense que c'est la seule chose qui s'impose à nous. Et il faut savoir que nous sommes chrétiens, croyants, pratiquants. Donc finalement, on se dit que c'est certainement la voie de Dieu et que c'est Dieu qui voudrait qu'on puisse accueillir ce jeune homme-là chez moi, il faut le préciser, parce que ma mère proposait, mais c'est pas elle qui payait la maison, c'est pas elle qui payait les charges, c'est pas elle qui devait s'occuper de moi, c'est bien évidemment moi qui devais m'occuper de ce jeune homme. Donc, je l'amène à la maison, mais avant de l'amener à la maison, nous allons donc faire les courses voilà, pour lesquelles je sortais en réalité, mais dont je n'avais pas vraiment besoin. On est allé faire les courses, je lui ai acheté une pâte dentifrice, je lui ai acheté beaucoup de choses que je ne citerai pas ici parce que bon, il y en a d'autres même que j'ai oublié. Donc, j'ai fini d'acheter tout ça. On est arrivé à la maison, il a pris une bonne douche. Je lui ai donné, enfin, il avait une nouvelle serviette. Franchement, il s'est débarbouillé et je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, on va jeter les habits que tu as
et je te donnerai de nouveaux habits, des habits neufs, et j'en achèterai également quand on ira à Zara. Il faut savoir que Zara n'était pas loin de chez moi, donc on pouvait souvent aller à Zara. Donc c'est comme ça que je prends cet homme-là que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'avais jamais vu encore auparavant, je ne le connaissais pas au Cameroun. Et je le prends donc chez moi, il reste chez moi. Et il était en fait en pleine procédure de demande d'asile en réalité. Et quand tu demandes de l'asile en France, je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, mais la loi en fait ne prévoyait pas forcément qu'on te donne un domicile, mais qu'on te donne quand même des revenus qui te permettent de pouvoir te nourrir et concomitamment peut-être d'avoir un studio, sauf que pour louer des maisons en Occident et plus précisément en France, il faut beaucoup de choses, il faut des papiers, il faut que tu sois déjà, que tu aies un CDI, enfin bref, il y a beaucoup de complications derrière. Quelqu'un peut te prendre évidemment chez lui et te fasse payer un loyer, mais que toi tu ailles comme ça sans papier et prétendre avoir un logement, c'est difficile, excepté si les associations te trouvent dans un logement. Donc, le monsieur ne pouvait pas de toutes les façons, mais il avait un argent qu'on lui virait tous les mois. Et c'était quand même au-delà de 300 euros si je ne m'abuse ou si je ne me trompe. C'était au-delà de 300 euros, mais on va lui dire avec ma mère, on va lui dire de toutes les façons, tu as 300 euros, plus de 300 euros, ça va te permettre de te refaire. Hein. Donc ne t'inquiète pas, moi je veux m'occuper de ton repas, je veux m'occuper des factures, je veux m'occuper de tout en fait. Et quand en fait tu es en procédure d'asile, il faut savoir que tu as des rendez-vous, on t'appelle souvent pour que tu ailles signer des choses, pour que tu ailles faire des interviews, que tu racontes ton histoire à maintes reprises. D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu très dégradant en fait parce qu'on te demandait de raconter l'histoire à plusieurs reprises, d'entrer dans des détails pour rechercher ou provoquer une sorte de pathos et je trouvais ça quand même assez triste. Enfin bref, donc je m'occupe du monsieur de A à Z et il restera chez moi pendant 1 an et 8 mois en réalité. Et non, 6 mois. Il est resté chez moi 18 mois, donc 1 an et 6 mois. Et le premier jour, en fait, où il est arrivé, je lui ai dit, bon, je vais te faire un bon couscous parce que c'est quelqu'un qui vient d'une région du Cameroun où on mange du bon couscous avec de la sauce gombo et c'est des trucs que je sais cuisiner. Donc, j'ai bien pilé le couscous là avec la sauce de gombo. On a mangé ça avec des obstacles. En fait, c'est les viandes pour ceux qui ne connaissent pas le jargon camerounais ou alors un peu ivoirien. Euh, on a mangé ça avec beaucoup de viande, machin. Et je crois que c'était le jarret, en fait. C'était très bon, mon frère. C'était délicieux. On a bu un jus pas possible. D'ailleurs, pour l'occasion, j'avais acheté un champagne pour lui dire, mais t'inquiète pas, la vie, elle ne s'arrête pas quand bien même tu serais passé par la route parce qu'effectivement, il était en fait ce qu'on appelle un bosailleur. C'est un peu les gens le bosa qui prennent la route pour arriver ici en Occident. Donc je lui dis, ne t'inquiète pas, on boit le champagne. Il me raconte son histoire qui est une histoire même très touchante. Et je veux même dans la foulée décider même d'écrire une histoire là similaire. Et ce qui est marrant avec les gens comme ce monsieur-là, c'est qu'ils ont en fait la facilité de t'embarquer dans leur histoire triste afin que tu leur donnes tout, tout et exclusivement tout sans pour autant réfléchir. Mais derrière, il te prépare une surprise terrible. Alors, je disais que le mauvais avec ces gens-là, c'est qu'ils t'embarquent dans une sorte d'histoire qui te touche, qui te fascine. Et j'ai remarqué que la majeure partie, vous me direz ce que vous en pensez, mais la majeure partie ont toujours un parent peut-être qui est décédé. À l'époque, voilà, il me disait déjà que son père était décédé. Il n'y avait que sa pauvre maman qui était au Cameroun, qui souffrait. Elle ne savait même pas où il était. Ça faisait beaucoup de mois, plusieurs mois qu'il était parti. Et je lui dis non, il faut qu'on appelle maman, que tu lui donnes des nouvelles. Bref, j'étais triste. Son histoire m'avait touché, donc il reste chez moi. C'est moi qui paye les factures. Les factures qui paye la nourriture, il mangeait plus que 10 bœufs, même plus que moi, même je m'en foutais, déjà, ça ne me regardait pas. Enfin, franchement, on causait bien ensemble, on rigolait, et j'avais toujours à cœur, parce que moi, je suis une personne, en fait, quand je suis avec des gens, j'aime les pousser, j'aime les hisser, j'aime en fait voir les gens aller plus loin. Donc voilà, j'avais à cœur de faire... De vraiment faire plusieurs choses avec lui quand il avait ses rendez-vous. Je lui donnais de l'argent, je lui disais, bah, tiens, va et tout. Enfin, bref, j'étais derrière lui. Et le premier hic, en fait, là où je commence à avoir en fait un petit déclic. D'ailleurs, avant ça, d'abord, j'ai ma compagne, je vivais avec une personne. À l'époque, elle me dit, Francky, fais attention. C'est vrai que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main,
Mais de la manière dont tu donnes, les gens ne vont pas te donner ça. Et sache que euh, le temps passe vraiment et la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras peut-être, tu ne l'auras peut-être pas demain et tu vas regretter toutes les aides, peut-être pas toutes les aides que tu fais aujourd'hui, mais tu vas regretter quand même certaines aides. Parce que l'argent que tu es en train de bousiller, comme ça, tu aurais mis de côté et ça t'aurait permis de faire quelque chose. Et à l'époque, là, déjà, j'avais déjà mon bout de chou, donc voilà. Et elle disait, il faut penser également à l'avenir de tes enfants, de machin, nanana. Mais bon, je n'entendais pas ça de cette oreille. Je me disais même à l'époque que c'était une méchante femme. Parce qu'il faut dire que les femmes ont souvent ce flair-là. Je continuais toujours à donner à cet homme-là. Et en fait, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, en fait, à l'époque, je travaillais comme... j'étais animateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour mes abonnés, par exemple, qui sont en Afrique, un animateur en France, c'est un adulte qui a pour rôle de sublimer, en fait, la journée des enfants par des jeux didactiques et ludiques. Donc, je faisais du théâtre avec les enfants, je faisais de la comédie musicale. Voilà, j'égayais en fait la récréation des enfants, en fait les moments des enfants, moi j'étais toujours derrière eux. Et donc je travaillais acharnement, je travaillais beaucoup. Et je travaillais déjà pour me nourrir, moi-même nourrir en fait, voilà, et nourrir en fait cet homme-là, hein, ce jeune homme-là que j'avais rencontré dans la rue et dont l'histoire m'avait vraiment étranglé. Mais il est arrivé un moment où j'ai eu un peu de difficultés parce que je devais également donner de l'argent à un proche de la famille qui traversait une situation difficile. Et pendant ce temps, ce jeune homme-là, il était déjà dans une association où il était bénévole, mais plus tard, on lui a donné des tâches et il avait de toutes les façons une carte. Je vous ai parlé de cette carte bancaire au début où il avait un revenu mensuel, mais jamais je lui ai demandé de me donner quoi que ce soit parce que pour moi, il était essentiel pour lui qu'il se refasse. Après avoir vécu ces atrocités en Libye, en Tunisie, enfin bref, je ne sais pas là où il passe souvent, dans tous ces pays maghrébins, et ces violences auxquelles ils font souvent face pour moi, il me paraissait normal de le laisser en fait gérer ça. Je n'avais pas besoin de ça. Mais à un moment donné, je lui ai dit, mais mon frère, il faut quand même aussi que tu penses à participer quand je me suis heurté à une facture EDF de 500 euros, à savoir qu'on avait beaucoup de jeux vidéo à la maison. Moi, je ne jouais pas à ces jeux vidéo parce que je travaillais H24 et quand je ne travaillais pas, je courais à la fac pour aller faire mes TD, mes trucs comme ça. Donc, finalement, c'est lui qui utilisait la lumière. Moi, je rentrais le soir. S'il y a quelque chose à faire, je cuisine pour nous. On tape les divers et puis moi, je pars dormir et tout. Donc, taper les divers, c'est une expression camerounaise qui veut dire causer, discuter, échanger. Donc, on échange et tout, machin. Enfin bref, je n'étais pas vraiment disposé ou disponible à rester là, à écouter des trucs. Enfin, je dis à écouter des trucs, à, à jouer en fait aux jeux vidéo. La facture EDF arrive, 500 euros. C'est lui qui réceptionne le courrier parce que je n'étais presque jamais là. Donc, il réceptionnait le courrier. Il voit bien que la facture de EDF est à 500 euros. Je reste comme ça, je suis dépassé. Je dis, mais 500 euros, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire quand même que EDF avait abusé, s'était trompé. Mais enfin, bref, avant de comprendre déjà tout ce qui avait fait en sorte que je puisse payer 500, que j'en arrive là, j'étais quand même déjà dépité en fait et j'étais fatigué. Je dis, purée, 500 euros, il y a déjà tout ça, j'ai tout tel problème ce mois-ci, comment je vais faire? Le gars me regarde, il me dit vraiment, tu vas faire comment? Il est chez moi comme chez lui, en fait, il est même chez lui. Il utilise l'eau, il utilise la lumière, enfin parce que l'eau fonctionne avec le courant. Il utilise toutes les utilités. La facture arrive, il me demande comment moi je vais faire. Alors qu'il habite gratuitement rien. À ce moment-là, je commence à percevoir, à voir quelqu'un de très dangereux. Mais bon, je me dis peut-être, voilà, il a sorti ça comme ça, je laisse tomber. Le gars ne va pas m'aider à payer la facture, je vais me débrouiller seul à payer ma facture. Alors, je vais lui trouver un travail, il va trouver un travail par la suite, il va commencer à travailler, il va avoir l'argent, rien, il ne va rien faire. Finalement, au bout d'un an, 6 mois, il va me dire un matin qu'il a envie de partir, il a trouvé sa copine et tout, machin. Je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, vraiment, je te souhaite bonne chance. Et je n'allais certainement pas te garder chez moi pour toute la vie, mais je l'avais gardé chez moi pendant un an, 6 mois. Pas de lumière payée, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Il n'avait jamais rien payé. J'achetais les habits, je donnais l'argent pour qu'il aille à ses rendez-vous. Enfin, bref, tout.
Alors, le gars, il va partir de la maison et on va souvent, rarement, très rarement, garder des contacts. Il va m'écrire. Je ne veux même pas savoir pendant longtemps déjà où il était. Après, il va m'appeler quand il a souvent des problèmes parce que ce genre de personnes-là vous appellent toujours quand ils ont des problèmes. Et finalement, je vais quitter en fait la ville où j'ai étudié. Je vais venir m'installer ici dans cette ville. Et un jour, j'ai eu un problème. Je suis allé dans un distributeur. J'avais tellement travaillé. Je voulais taper mon code en fait et je ne connaissais pas. J'avais perdu. Et je ne sais pas, je devais acheter un truc. Enfin bref, il y a un truc. J'oublie en fait. Et je l'ai appelé justement pour qu'il m'aide à pouvoir à faire cet achat-là. Je lui envoie donc un texto. Je l'appelle d'abord, il ne décroche pas. Et donc, je lui envoie un texto. Je lui dis, désolé si je t'ai appelé peut-être à une heure où tu étais en train de travailler, parce que lui aussi, il faut savoir qu'il avait quitté la ville où moi j'avais étudié. Il était déjà dans une autre ville. Donc, je lui envoie un texto. Je lui dis, si j'étais vraiment embêté, vraiment, excuse-moi, tout ça. En fait, je voudrais savoir si tu pourrais me donner, en fait, tu pourrais m'avancer, je pense, 20 euros, je demandais. Et je lui ai fait donc ce texto-là. Le gars m'a répondu alors que j'étais dans l'urgence en train d'attendre et que dans le même temps, j'appelais ma mère, elle ne décrochait pas, elle était au travail. Il m'a répondu 3 jours après. Et sa réponse m'a glacé le sang. Le gars me répond 3 jours après. Il me dit, bonjour Francky, je n'ai pas, bonne journée. J'ai reçu le message déjà 3 jours après. Déjà, le jour même, j'étais paniqué. Le jour où j'ai dit, mais pourquoi il ne répond pas, il ne m'aide pas? J'ai reçu le message et j'ai reçu une claque en plein visage. Bonjour, je n'ai pas. Bonne journée. Bonjour, je n'ai pas. Bonne journée. 3 phrases. 3 phrases pour me dire qu'il ne me viendra pas en aide. Et de toutes les façons, je n'avais plus besoin d'aide puisque j'avais réglé le problème. Mais sans lui. Sans cette personne. Alors là, c'était la claque. J'ai dit, bon, je reste tranquille. Quelques semaines plus tard, il m'appelle. Il m'appelle, pas beaucoup de temps, hein. Une semaine après, il m'appelle et il me dit, mon frère, comment tu vas? Et je lui dis, bah écoute, je vais bien. Je ne lui rappelle pas hein, le geste qu'il a posé parce que je me dis, j'attends le bon moment en fait pour lui parler de tout ça. Il me dit, moi aussi, je vais bien et tout. En fait, je t'appelais pour prendre des nouvelles aussi. Et pendant qu'on est en train de discuter, parce que moi, j'aime ce truc-là, je t'amène dans la discussion et je sais que dans la discussion, en fait, tu vas raconter plus de choses que tu ne pourrais dire comme ça d'emblée. Et dans la discussion, il me dit, ah, je suis même en train de terminer la maison de maman. Je lui dis, ah bon? Quelle maman? Il me dit, mais ma mère, non, que tu as souvent eu à parler et tout. D'ailleurs, elle te dit merci, elle t'envoie des bénédictions, Allah te bénisse, oh, arababoula, machin, bref, tous ces trucs-là que je ne connais pas. Je suis désolé et je ne critique pas la religion musulmane, hein, voilà. Elle m'envoie des bénédictions, mon fils, ok. Tu as construit une maison à ta mère? Et tu as commencé à construire cette maison quand? Il me dit, mais quand on était là-bas dans l'ancienne ville, non, quand tu travaillais là et tout l'argent que je gagnais, ça et là, j'ai cotisé pour construire une petite villa à ma mère. Les amis, je suis resté comme ça, j'étais dépassé. Il dit donc, l'argent que moi je dépensais, et je payais les factures, je te payais les vêtements, la nourriture, tout. Je n'aurais donc pas pu mettre ça aussi de côté pour un projet ou bien pour construire aussi une maison à ma mère. J'aurais été heureux de construire quelque chose à ma mère. Et là, c'était la douche froide encore pour la deuxième fois. Il rajoute encore le couteau, comme s'il ne m'avait pas assez poignardé. Il me dit, oh, ma soeur était au Cameroun, je voulais qu'elle vienne ici aussi faire une formation, avoir un meilleur boulot. Donc, j'ai envoyé 6 000 euros, qui fait l'équivalent de 3 millions au Cameroun, 4 millions, un truc comme ça, je pense. Ouais, voilà. Pour 3 millions ou 4 millions, enfin, je ne sais plus, pour réaliser un projet. J'étais dépassé. Donc, en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là n'avait aucun sentiment, c'est-à-dire cette personne qui faisait, et la personne qui faisait pitié, que j'avais rencontré, qui était malheureux, qui était machin, il n'y avait plus rien à voir. Et j'avais oublié un détail, c'est qu'à la période où je travaillais beaucoup, mon père vivait encore à cette époque-là et parfois il m'aidait à payer le loyer parce qu'il trouvait que voilà, je prenais beaucoup sur moi. Je suis arrivé en France, j'ai
travailler quelques mois plus tard, j'ai commencé à tout prendre, toutes mes charges moi-même. Donc, il me payait souvent le loyer. Et c'est là la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va me faire lui dire des vérités. C'est que mon père va décéder en 2022. Il décède et il le saura que mon père est décédé via un statut WhatsApp que je vais faire en fait où je suis en train de faire en fait, voilà, je dis un au revoir à mon père, donc je lui rends un hommage écrit. Et sa réaction va encore provoquer une douleur immense dans mon cœur. Donc, comme je disais, sa réaction va me choquer davantage. Il vient et me dit que mes condoléances, mon frère et tout, on est ensemble. Machin. Et il savait à l'époque que mon père, parfois, il me donnait un peu d'aide et tout, il était derrière. Qu'il m'accompagnait en fait dans tout ce que je faisais, enfin, un peu dans ce pan, en fait, cet aspect-là de ma vie, donc il le savait. Le gars, après ces condoléances-là, il n'a plus jamais fait signe. Même me dit, mon frère, est-ce que je peux envoyer une petite fleur à ce papa-là qui t'aidait également parfois à payer le loyer où j'habitais, la vie où j'habitais, où j'ai fait 1 an, 6 mois, où je me suis reconstruit pour me jeter dans la vie. C'était extraordinaire. En fait, je raconte cette histoire parce que je me suis rendu compte que quand on a dépassé 30 ans, parce que moi j'ai déjà dépassé 30 ans, je suis dans la trentaine, on n'a plus la même énergie, on n'a plus la même force qu'on avait avant. Et depuis que je suis chef d'entreprise, j'ai compris beaucoup de choses. L'entrepreneuriat, c'est une leçon immense. D'ailleurs, je parlais avec un ami qui me parlait de mentor et je lui disais, je ne crois pas trop au mentor. Moi, je n'en ai pas en réalité. Mon mentor, c'est Dieu, c'est Jésus. Étant croyant, euh, et même d'ailleurs, je pense que l'expérience est pour moi la plus grande leçon qui puisse exister dans le monde. Et on fait souvent cette erreur-là quand on est parent, de souvent vouloir faire en sorte que nos enfants échappent à la douleur et à la souffrance. Parce que nous, on a côtoyé la souffrance, mais on oublie qu'en fait, la joie et le bonheur sont en fait la fille et le fils, en fait, en réalité, de la souffrance. C'est de la souffrance que naît en fait la joie, c'est de la souffrance que naît le bonheur. Et Domerson disait que si on aime les roses, on doit également aimer les épines parce que les deux vont ensemble. C'est un tout, c'est un bouquet qu'il faut prendre comme ça. C'est comme ça la vie. Et je pensais à ça, je me dis, j'ai fait beaucoup de bêtises en fait à cette époque-là parce que ce n'était pas la seule personne que j'aidais dans le même temps. Et ces bêtises-là m'auraient permis peut-être aujourd'hui d'avoir plus de choses que je n'ai également aujourd'hui, de peut-être me reposer parce qu'il faut savoir que je suis chef d'entreprise, mais je travaille encore en ce moment, je suis encore dans mon entreprise, je n'ai pas encore quitté et ça m'épuise plus qu'autre chose. Vraiment, je regrette certaines aides aujourd'hui et je voudrais m'adresser aux jeunes qui vont passer sur cette chaîne, qui ont peut-être moins de 30 ans, qui ont encore toute la vigueur, et même peut-être à d'autres personnes aussi qui n'ont peut-être pas, qui ont plus de 30 ans et qui sont peut-être dans cette même situation, filtrez vos aides. Mon message ici n'est pas de dire aux gens de ne pas aider parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Je n'arrive pas à dire, et je n'arrivais pas à dire non, mais à force d'être tout le temps confronté à ces difficultés, tout le temps confronté à ces ingrats et ces ingratitudes, j'ai fini par comprendre il faille dire non parfois. Donc, j'ai appris à dire non. Je dis davantage non aujourd'hui et je me porte bien. J'ai compris pour ma part aujourd'hui que parfois certaines personnes d'entre eux traînent un karma. Et j'ai réalisé également qu'ils ont souvent le même profil, la même manière de faire, la même manière de fonctionner et de procéder. C'est des gens qui parfois ont perdu un proche et qui, pendant que vous les aidez, pendant que vous vous occupez d'eux, n'ont aucune famille. Mais une fois qu'ils sont bien, une fois qu'ils sont sur pied, ils ont déjà des amis, ils ont des familles. Vous les voyez sur TikTok, vous les voyez sur Facebook, sur Messenger qui postent des trucs, qui sont tout beaux, tout frais, voilà, qui ont déjà plusieurs personnes qui sont derrière eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si également les gens que vous avez aidés avaient ce même profil, mais j'ai remarqué que pour ma part qu'ils avaient le même profil. Et je voulais terminer en disant, faites attention, faisons attention à nous qui avons un cœur d'aider, qui avons souvent, nous sommes possédés par le syndrome du sauveur, hein, qui fait qu'on s'oublie
pour donner des choses à d'autres personnes. Alors qu'à la fin, on pourrait devenir aigri. Parce que justement, quand on voit ces personnes-là émerger, alors qu'on est peut-être à 98% à l'origine de cela, ça fait quand même mal, surtout quand ils ne sont pas reconnaissants. Parce qu'une personne qui te dit merci simplement, quand on le fait, on ne le fait pas parce qu'on attend quelque chose, mais quand même, le simple fait de dire merci, tu m'as aidé, tu m'as été d'un grand secours pour surtout ce genre de personnes à qui tu as tout fait. On dormait dans un lit, j'étais là, il était là. Donc, personne ne pouvait, moi je ne pouvais même pas avoir, déjà je ne pouvais pas avoir une copine parce que j'avais ma compagne qui ne vivait pas dans la même ville. Donc voilà, comme je suis un mec fidèle, hein, je ne pouvais pas la tromper. Bref, donc on était dans la même chambre, sur le même lit. Je partageais tout avec cette personne-là, cet individu-là, que je vais nommer Ingratos, ou c'est Ingratitos, bref, un truc comme ça. Bref, voilà, pour un peu rigoler. Donc, il faut faire attention à nous. Faisons attention à nous. Faisons attention aux gens qu'on rencontre. Prenons le temps d'étudier les gens. D'ailleurs, je sais, on n'étudie jamais personne. Et j'aime beaucoup le roman d'Andrew Shane Green qui parle en fait dont le titre c'est l'histoire d'un mariage et qui parle de ce truc-là. Il dit qu'en fait, on peut vivre avec une personne pendant longtemps, son mari ou sa femme, et se rendre compte 10 ans après on est resté toute sa vie avec un inconnu ou une inconnue. Je pense d'ailleurs que je ferai le résumé de ce roman-là sur ma page. D'ailleurs, si vous voulez que je le fasse, il ne faut pas hésiter à me le dire. Nous sommes parvenus au terme de cette vidéo-là, mais j'aimerais simplement aussi encore encourager d'autres personnes à vous dire aujourd'hui, si vous avez des proches qui ont une entreprise, si vous avez des proches qui sont créateurs de contenu, vraiment n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager, à les soutenir parce que derrière, en fait, nos entreprises, il y a des larmes, il y a des pleurs. Comme je disais, il y a quelques jours, je me suis retrouvé, j'étais mal en point, je pleurais, enfin bref. Et mon frère, ça fait du bien de pleurer, il faut pleurer, les hommes pleurent, pleurent. C'est après ça que, voilà, on est bien, on se relance. Et il faut normaliser le fait d'être faible. C'est super important. Le fait d'être fragile, c'est super important parce que l'homme est par essence fragile, hein. On a vu que le simple Covid a ravagé en fait beaucoup de personnes. C'est pour dire la fragilité en fait de l'être humain. Donc je suis arrivé au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on va avoir de très belles choses sur la chaîne prochainement. Je viendrai avec d'autres vidéos. D'ici à là, je vous invite à vous porter très bien. J'espère que cette vidéo vous trouvera en santé. Et si vous n'êtes pas en santé, je vous demanderai simplement de vous accrocher. J'aimerais aussi voilà, revenir sur un sujet. Qu'est-ce que vous pensez du fait de donner un nom précis à vous, hein, mes abonnés ici? Je vous remercie d'être un peu plus nombreux tous les jours, de vous abonner, de partager, de commenter sur la page. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.